Bonjour, nous sommes dans le séminaire de français 363, les identités plurilingues en France, Multilingual Identities in France. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui le professeur Waji Guerria. Je vais vous présenter le professeur. Le titre de la conférence de Monsieur Guerria aujourd'hui s'intitule Médias, banlieues et langues. Le sous-titre, c'est l'influence des médias sur la représentation des banlieues françaises et son impact sur les populations concernées. Monsieur Guerria est maître de conférences à l'Université de Paris-Versailles et il est également maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences du langage et en FLE dans le département des langues étrangères et en français de l'Université de Souk Ahras en Algérie. Et je vous prie de m'excuser d'écorcher la prononciation de l'arabe. Monsieur Guerria est donc également, de par son affiliation scientifique, un membre associé de l'ACNAD INALCO à Paris, qui se consacre à la recherche sur les langues et les cultures de l'Afrique du Nord et de la diaspora. Sa recherche a également porté, grâce à sa participation de chercheurs au sein de l'équipe Multilingual Paris French, sur les représentations des populations, donc des banlieues, dans les médias en particulier. Ces articles, qui sont publiés entre autres au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Russie, en Algérie et en France, portent sur la sociolinguistique. Dans son enseignement, M. Guerria enseigne la sociolinguistique et le français langues étrangères en licence et en master dans les cursus de sciences du langage et de didactique du FLE. Je vous demande d'accueillir M. Guerria avec des applaudissements, si vous le désirez, en mettant votre micro ou en l'applaudissant grâce aux émoticônes de Zoom. C'est trop d'honneur. Vous l'avez dit, à travers mon expérience professionnelle, j'aimerais revenir sur un petit détail. Alors, à l'université de Versailles, je ne suis pas maître de conférence, je suis juste enseignant. C'est très important. Les titres en France, comme vous le savez, ils sont très tatillants sur les différents titres professionnels. Mais effectivement, j'étais maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'université de Soukaras en Algérie. Alors, le titre que vous avez proposé, enfin que vous avez donné, que moi-même je vous ai proposé, a entre-temps évolué et on va le voir entre-temps. Malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, quand on fait de la recherche, les choses évoluent tout le temps. Et donc, entre le jour où je vous ai donné le titre et hier, j'ai fait évoluer les choses et vous verrez pourquoi. Euh, le travail que je vais présenter va s'articuler autour de 6 points, plus une introduction. Et j'aimerais aussi vous parler de moi, d'où je parle. C'est important. Depuis quelque temps, j'ai pris la décision de dire d'où je parle. Et ça peut donner une image me concernant. Alors, je parle, quand je travaille sur ces populations-là, sur les Français d'origine maghrébine, d'origine africaine, comme on aime à les appeler en France, je parle en tant qu'enseignant qui a travaillé avec ce public-là depuis 2006 dans l'école primaire, le secondaire et à l'université. Je parle également en tant que chercheur qui travaille sur les questions de sociolinguistique liées au contact de langue et de culture, aux minorisations et aux minorés en France et en Algérie depuis 2003-2004. Et je parle également en tant que chercheur militant associatif et je revendique pleinement cet aspect de militantiste, puisque je pense qu'on peut faire de la syntaxe sans être militant, mais je ne vois pas comment on peut faire de la sociolinguistique et vouloir faire les choses sans être dans le militantisme. Bon, sans ça, on peut être dans des stratégies professionnelles, de carrière, etc. Mais là, c'est un autre débat qu'on pourra soulever si vous le souhaitez. Et donc, parmi tout ce qui a trait avec ce militantisme m'a permis notamment de faire la coordination de la revue RADSL numéro 6
les banlieues françaises vues d'ailleurs et les confs d'université que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les conditions de vie sont aussi les conditions de vue. En fonction de l'endroit où on se positionne, on aura tel ou tel autre point de vue. Et c'est important que vous sachiez que mon point de vue n'est pas le point de vue d'un chercheur lambda qui parle d'un public, mais qui ne parle pas avec un public. J'ai envie de dire ma spécificité, c'est que je parle d'un public minoré, qui sont les banlieusards, les Français d'origine maghrébine, d'origine africaine, mais je parle également avec eux. Et c'est ce que je fais dans mes travaux de recherche et c'est ce que je fais dans mon association qui est plus ou moins savante. Mais voilà, en tout cas, je ne parle pas d'eux, je parle d'eux et je parle avec eux et ça, c'est très important. Il y a aussi un point important en composant le PowerPoint de cette conférence, une citation de Bourdieu m'est venue à l'esprit sur les populations étrangères de manière générale et sur les banlieusards. Alors, ce que dit Bourdieu, parler des étrangers, c'est évoquer presque automatiquement non des réalités, d'ailleurs très largement inconnues de ceux qui en parlent le plus volontiers, mais des fantasmes nourris d'expériences émotionnelles suscitées par des mots, des images, etc. Donc j'ai la chance j'ai bousculé mon confort intellectuel afin que je puisse parler de choses que je maîtrise. Rien n'est acquis et donc il faut tout le temps aller sur le terrain, confronter ces hypothèses au terrain. Alors, avant de commencer la conférence à proprement parler, je voulais vous faire un petit avertissement et il sera bilingue. Alors, j'espère que j'ai traduit bien comme il faut, mais si ce n'est pas bien fait, professeur Dupéran, n'hésitez pas à corriger. Euh, Ça sera le seul moment bilingue de la conférence, puisque c'est un moment très fort et très important. Le postulat de départ est que l'accent, l'intonation, le recours à une langue étrangère ne sont jamais anodins dans un poème, une chanson, ni à plus forte raison dans un film. Ça, il faut le garder à l'esprit. Parce que quand dans un reportage, on diffuse des personnes biologiquement jeunes qui ont un certain langage, qui ont un certain accent, pourquoi les diffuser eux et pas d'autres? Donc il y a forcément un enjeu. L'enjeu peut être esthétique quand c'est de la musique, quand c'est de la poésie, mais l'enjeu peut être financier quand c'est des acteurs qui ont des voix accentuées, etc. Donc gardez à l'esprit cet aspect-là. Alors, revenons un peu au titre de la conférence. Comme vous l'avez remarqué, il a évolué entre ce que professeur Dupéran a dit de mon titre et entre ce que moi je vous donne là. Bon, il y a un petit décalage. Mais ce petit décalage vient du fait que ma réflexion a évolué entre-temps. Quand j'ai commencé à travailler sur cet aspect-là, linguistique, sociolinguistique lié au cinéma, j'étais concentré sur le cinéma des années 80, 90, puis 2000. Et puis là, j'en viens progressivement à 2020, 2000, 2019, 2020. Donc la vision est plus large et moins restreinte. Voilà. Et puis, par exemple, le film Les Misérables, alors le réalisateur déjà, il a repris le titre Les Misérables de Victor Hugo, il a aussi repris la polysémie de ce vocable misérable, puisqu'on peut être misérable à différents niveaux, dans différentes situations. Et ce qui a fait la réussite de ce film, c'est évidemment la capacité des acteurs à avoir un français accentué, c'est-à-dire avec un accent. Parce que des films sur la banlieue, il y en a plein, mais rares sont ceux qui font des succès. Celui-là a fait un succès. Et donc voilà, on entre dans une nouvelle ère avec ce film. Et bon. Alors, d'où vient cette obsession de l'accent? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, il y a une obsession de l'accent. Et cette obsession de l'accent vient du fait que on est obsédé par un français standard, notamment véhiculé par les médias et avec plus il y a de chaînes et plus cette idée de standardisation prend de l'ampleur, les chaînes d'information en continu par exemple. Bon. Il y a ce français parisien qui tend à prendre de plus en plus d'ampleur et donc il y a cette notion d'accent qui devient vraiment fatigante à vivre. En tant que sociolinguiste, c'est une aubaine pour moi. Le livre de Blanchet sur la glottophobie peut nous donner un aperçu sur
les difficultés des personnes qui ont un accent en France. Et pour une petite anecdote comme ça, hein, le Premier ministre français actuel est un monsieur qui, au vu de son accent, vient du Sud. Et donc, personnellement, j'ai pris sa défense sur Twitter en disant, bon, bah, il a un accent et alors il faut s'intéresser au fond et pas à la forme. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ses interventions, de ses allocutions, il avait tendance à perdre son accent. Et lors de la dernière allocution, pas la plus heureuse, hein, celle où il nous a annoncé le énième confinement, eh ben, je me suis rendu compte qu'il n'avait quasiment plus d'accent. Donc, si un ministre de la République, un Premier ministre qui plus est de la République, peut être atteint par les micro-agressions linguistiques au point qu'il change son accent pour entrer dans la standardisation, ça veut dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc, revenons un peu en arrière par rapport à l'accent dans les films qui nous intéressent après cette introduction assez générale. Alors, il faut savoir que dans les années 90, la violence symbolique presque ordinaire du rap, donc je cite NTM, Assassin, c'est des groupes de rap, se retrouve dans des films dits de banlieue. Alors, Rai en 1995, pardon, plus que d'autres productions, est représentatif de cette décennie ponctuée de crimes racistes et d'émeutes urbaines. Alors, près de 10 ans plus tard, en 2004, on a le film L'Esquive qui retrace le parcours de collégiens banlieusards, déroute par des traits linguistiques adoptés par les acteurs, prononciation particulière de certains phonèmes, notamment le R. Alors, vous savez que beaucoup de choses se passent autour du son, du phonème R. Et ici, c'est un R prononcé de manière laryngale, fricative, voisée, qui ressemble beaucoup à la consonne arabe A. Et en plus de ça, une gestuelle qui rappelle celle d'un rappeur face à son public. Donc, eh ben, tout ça nous laisse penser que dans ce film, il y a une absence de dosage. Gardez à l'esprit cette absence de dosage de ce parler dit de banlieue, considéré comme violent, même par ceux qui le pratiquent, hein. Alors, et donc tout ça confère au film un ton artificiel. Alors, c'est du moins ce que signalent un certain nombre d'informateurs originaires de ces espaces ségrégés, interrogés dans le cadre des enquêtes menées pour le compte de l'équipe Multicultural Paris French entre 2009 et 2019. Dans le cadre de cette recherche, j'ai sélectionné les discours de 2 informateurs et de 4 informatrices du nord-ouest parisien, âgés entre 15 et 17 ans. Alors, il s'agit dans cette article de problématiser le parler dit de banlieue dans le cinéma, particulièrement dans le film L'Esquive, et d'en évaluer les retombées sociolinguistiques sur les populations concernées. Alors, mon analyse s'appuie essentiellement sur le matériel conceptuel de la praxématique, une méthode d'analyse d'inspiration linguistique évidemment et psychanalytique. Elle accorde un intérêt particulier au discours et aux différentes étapes de son élaboration, de sa réalisation, ainsi qu'au ratage, et c'est le plus important, indice de la perturbation du discours au moment de son actualisation. Alors pour aller plus loin sur cet aspect-là, je vous invite à lire la partie introductive de ma thèse que vous trouverez facilement sur Internet. Alors, en effet, donc, les mots sélectionnés, l'accent, l'intonation ne sont jamais anodins, comme je l'ai dit précédemment. Dans un texte de rap, il y a plus forte raison dans un film. L'objectif ici est de parcourir le syllogisme suivant. Le rap est violent, les banlieusards pratiquent ou écoutent du rap, donc les banlieusards sont violents. Alors, qui a conduit à produire une entité linguistique violente, le parler de banlieue, qui fonctionne comme une métonymie. Alors, l'idée de métonymie, on la retrouve souvent quand on parle de banlieue. Et un de mes interlocuteurs dans les conférences interactives que j'anime, qui est géographe social que vous retrouverez sur ma page YouTube, évoque cette idée de métonymie. Ainsi, lorsqu'on dit d'une personne que c'est une wesh wesh, par référence à la récurrence de ce mot dans le parler de certains banlieusards et dans le film L'Esquive, hein, il foisonne, eh ben, le terme wesh wesh se substitue à celui de banlieusard, tout en entretenant avec ce dernier un rapport logique qui permet à notre mémoire discursive d'établir les corrélations nécessaires, à savoir que la banlieue est violente. Alors, dans ce qui suit, j'aborde d'abord le lien entre le rap et la banlieue d'une part, et d'autre part, l'impact de cette corrélation sur les films dits de banlieue. Le lien dialectique entre le rap et la banlieue, il faut savoir que jusque dans
la fin des années 90, le rap était affaire d'initiés, de spécialistes, et puis les grands médias, grand public ne s'intéressaient pas beaucoup. Et puis, dès la fin des années 80, début des années 90, les médias nationaux ont considéré que le rap offrait une lecture des pathologies de la société. Alors, les pathologies de la société, c'est les bandes, les tags, les zoulous. Ça, c'est une époque où, aux États-Unis, Los Angeles en 92, il s'est passé des choses bizarrement au même moment. Dans beaucoup de banlieues françaises, il s'est passé beaucoup de choses enfin, par rapport aux violences urbaines, etc. Alors, j'aime bien faire le parallélisme sans donner forcément de raison, d'explication entre la France et les États-Unis ou entre la France et l'Algérie, parce que bizarrement, étrangement, il y a des phénomènes qui se produisent au même moment qui sont très similaires. Alors, comparaison n'est jamais raison, mais c'est bien de le savoir, puisque si jamais il y a une idée qui peut enrichir mon raisonnement, elle sera la bienvenue. Alors, le rap devient désormais donc un symptôme de problème public. La médiation nationale de ce genre musical en promeut une perception exotique, au sens de Hameau 2012, qui situe ces amateurs comme ceux qui le pratiquent à la périphérie de la normalité sociale, non intégrés, déscolarisés, émeutiers, géographiquement habitant la zone, la banlieue, les quartiers, et linguistiquement malmenant le français, soi-disant influencé par la langue d'héritage, la langue des parents. Alors, l'association puis l'assimilation par les médias nationaux français du rap violent avec les banlieues violentes par définition, car peuplées d'étrangers. Alors, ils étaient nommé ainsi dans les années 60-70, de Zulu dans la fin des années 80, de Jeunes début des années 90. Il y a un article où j'explique tout ça qui date de 2007. Pour mieux comprendre ces populations, entérinent le lien dialectique entre rap banlieue. Voilà. Donc la démarche homogénéisante faisant du rap et des banlieues un tout indivisible va rayonner sur l'ensemble des arts visuels, dits urbains, et notamment sur le cinéma des années 90 qui produira des films comme Rail, Ma cité va craquer, puis un peu plus tard dans les années 2000 comme L'Esquive, Entre les murs en 2008. Et les habitants donc, qui habitent ces espaces-là ont aussi une autre option hein, qui est de résister comme le souligne Kirkness dans son travail de 2014, en remettant en cause les films qui mettent en scène les conditions banlieusardes que les interviewés qualifient de trop stéréotypées. Alors, cette seconde hypothèse sera vérifiée à travers l'analyse de deux types de corpus, le scénario du film L'Esquive, ou une partie en tout cas du scénario, et le discours des informateurs. Mais avant, alors, j'explique le lien étroit entre rap et banlieue, parce que sinon on ne pourra pas comprendre tel que construit par les médias français pour fabriquer un non-lieu au sens d'Auger, inexistant dans la réalité, mais omniprésent dans les esprits, au sens d'Auger, mais également au sens de Bourdieu, ce qu'on a vu en début de conférence. Alors, rap violent et banlieue violente et médias. Alors, il faut savoir que dans les années 90, dans la continuité de Brassens et de tous ces chanteurs-poètes français qui s'insurgent contre l'ordre établi, bah, il y a eu des rappeurs comme Lionel D. Alors, Lionel D est un rappeur à l'époque quand il avait un grand succès, enfin un succès relatif. Il était relativement âgé, donc pas biologiquement jeune. Vous pouvez me poser la question pourquoi j'utilise biologiquement jeune, si vous le souhaitez après. Et donc, c'est un rappeur qui ne répondait pas au cahier des charges. Alors, Lionel D, il est à gauche de votre écran. Il ne répondait pas au cahier des charges que se sont fixées certaines maisons de disques. Ça veut dire qu'il ne portait pas de casquette, il ne portait pas de grosses baskets. On est dans le début des années 90. Le début du gangsta rap donc, fait son essor aux États-Unis. Et puis, il y a une part de marché. Et donc, ils veulent croquer la pomme et se disent, voilà, il y a un filon à exploiter à ce niveau-là. Donc, ce Lionel D donc, ne remplit pas le cahier des charges parce qu'il n'a pas de casier judiciaire, il ne s'habille pas comme ça. Et surtout, il dit, je ne colle pas à l'image qu'on espérait avoir de moi. Et pour plaisanter, il disait, moi, avec une casquette, je ressemble à Bourvil. Donc, c'est un acteur français comique de l'époque qui était déjà dans les années 90 assez vieux. Donc,
C'était un peu pour se moquer qu'il a dit ça. Et donc, les maisons de disques ont trouvé très vite une alternative. Et l'alternative, c'est le groupe de rap NTM. Alors, NTM, sur un plan esthétique, je n'ai rien à dire, hein. C'est un groupe qui a marqué la jeunesse de plusieurs millions de Français et de francophones dans le monde. Sauf que NTM, eux, répondaient au cahier des charges. Voilà, ils avaient des problèmes avec la police, ils portaient des casquettes, des baskets, etc. Donc, voilà. Donc, et tout ça pour aller vite, parce que je suis obligé d'aller vite, hein, sinon on sera là jusqu'à demain matin. Sans l'interprétation des médias et sa diffusion massive, la relation entre banlieue et rap aurait continué à être neutre ou, du moins, n'aurait pas évolué vers cet état de vase communicant de violence, parce que Lionel D s'inscrit dans la lignée de Brassens, hein, c'est-à-dire dans les poètes écorchés qui ne sont pas d'accord avec l'ordre établi. Donc le traitement médiatique réservé au sujet banlieue, c'est de cette manière qu'on l'appelle dans les conférences de rédaction, hein. Je me réfère à Berthaud qui a lui fait un travail très fouillé sur les médias et la banlieue. Donc, le traitement médiatique réservé au sujet banlieue au début des années 90 donc, adopte un ton dramatique, hein. Finalement, on a le rap qui montre une vision très dure de la banlieue, qui n'en est pas en réalité, hein, c'est de l'esthétique. Et puis, finalement, crime raciste, émeute urbaine. Donc, il y a une image qui se dessine assez violente de la banlieue, donc, qui alimente la peur. D'autres journalistes, d'autres médias problématise le sujet, tel l'animateur de l'émission Ça se discute, Jean-Luc Delarue, et puis nuance un peu et se dit peut-être que toute cette violence, eh ben, les journalistes, ils sont pour quelque chose, et puis donne ce sondage de 47% des sondés, etc. Et donc, ça apporte un peu de nuance au débat. Alors, en fait, il y a deux visions qui se tiraillent, mais sans entrer dans les détails, les deux visions ont fait l'apologie de ce rap, de cette aile violente du rap, si vous me passez l'expression, soit pour le déplorer, soit pour le justifier, mais en tout cas, on en parlait tout le temps. Alors, et puis dans les années 2000, ce côté angélique qu'on retrouvait dans Ça se discute, Jean-Luc Delarue, donc, qui était sur France Télévisions, bah, va s'estomper progressivement, puisque sur France Télévisions, bah, les chaînes publiques qui appartiennent à l'État, eh ben, on va voir des journalistes différents qui arrivent de chaînes privées et qui ont une autre vision d'aborder les choses, plus racoleuse, plus accrocheuse. Et donc, cette vision, je dirais, angélique, va changer au profit d'une vision plus dure, plus agressive à l'encontre de la banlieue. Mais quand on dit la banlieue, en réalité, il s'agit d'humains, il s'agit de personnes, de banlieusards. Donc, en se rapprochant de la police, hein, parce que les journalistes ont très vite eu une réputation très négative dans les quartiers populaires et donc ne pouvaient pas y aller. Et au regard de l'image négative qu'ils donnaient de ces quartiers, bah, les gens n'étaient pas contents de les accueillir. Donc voilà, faute d'aller vers les quartiers populaires et discuter directement avec les concernés, ils se sont orientés vers la police. Alors, c'est très bien d'aller vers la police, hein, donc ils sont là pour nous protéger, protéger nos biens. Sauf que à force d'être avec la police, Berthaud explique que les journalistes ont fini par adopter d'une part le vocabulaire, donc, et d'autre part les catégories de pensée. Cela explique dans une certaine mesure le plébiscite réservé par certains médias à des films comme La haine en 100 ans ou L'Esquive ou Entre les murs, qui finalement corroborent la théorie de l'exotisme banlieusard, problématisée par le rappeur Rossé dans son texte, si peu comprennent, et qui déplore cet aspect exotique chez ses collègues rappeurs. Le très haut débit verbal, donc dans ces films chez les acteurs, qui confère à leur discours un ton violent, est presque incompréhensible. L'enfermement supposé des quartiers, leur ghettoisation et la radicalisation supposée d'une partie de sa jeunesse expliqueraient dans une certaine mesure le surdosage linguistique du film L'Esquive, qui caricature les pratiques linguistiques banlieusardes construites par les médias. Cette vision sombre des quartiers a largement été exploitée dans ce qu'on appelle donc les films de banlieue. Alors, Mrabet, 2014, qui est une docteure qui s'intéresse beaucoup au cinéma français, à travers l'étude d'un corpus de films mettant en scène des Maghrébins entre 1960 et 2007, retrace l'évolution de la figure de l'immigré qui passe de l'étranger à l'ouvrier, stigmatisé pour ses origines et son infériorité sociale dans les années 70, puis aux jeunes de banlieue ou des cités entre 1990 et 2000. Donc cette évolution s'effectue d'abord sur un plan médiatique avant de s'imposer au cinéma.
Les 2 corpus, alors je vous rappelle que la première hypothèse est que les films de banlieue reprennent et relaient le traitement médiatique des populations concernées et que la seconde avance que ces derniers contestent le traitement abusif qui leur est, ainsi réservé. Donc, l'esquive, donc le corpus numéro un, plus qu'un autre film est représentatif de la vision contemporaine projetée selon les procédés cités ci-dessus sur les banlieues françaises, même si un grand nombre de nos interviewés le qualifient d'imposture, donc de film trop stigmatisant, ou refusent tout simplement d'en parler car la charge négative qu'il projette est telle qu'elle conduit à l'autocensure. Ainsi, quand on l'observe, on va le voir un peu plus bas. D'autres films faisant allusion à l'immigration mettaient en avant la volonté d'intégration, comme dans Le thé au harem d'Archimède. Lorsque sa maman parlait avec, Majid et ben, il répondait en français et lui rappelait que, bah, il ne comprenait pas l'arabe. Donc, on est dans la tradition, assimilationniste française, donc en 1984. Au contraire, dans l'Esquive, tous les acteurs parlent, arabe, alors notamment Lydia qui donne l'impression d'être française de souche ou en tout cas européenne, même si j'aime pas cet étiquetage, a priori en tout cas, qui n'est pas d'origine, maghrébine, utilise, de manière, foisonnante, des mots, arabes comme, Inch'Allah, Wallah, voilà. Ce vocabulaire arabe, en plus de revendiquer une identité banlieusarde pour certains informateurs, tend à se généraliser hors banlieue par un effet de mode, mais souligne également une adhésion au groupe. C'est à notre sens la quête de légitimité du réalisateur. Et là, quand je vous dis ça, je pense à ce que me disait Laroussi de l'Université de Colombie-Britannique sur le roman Beurre. Le réalisme dans lequel est ancré le roman Beurre empêche toute prise de risque esthétique. Et ici, on est dans le même paradigme avec ces réalisateurs qui travaillent sur la banlieue. Euh, alors, dans une quête de légitimité, eh ben, ils ont l'obsession d'en faire trop pour convaincre le téléspectateur de consommer leur film, parce qu'on est vraiment sur de la consommation, on est bien d'accord, hein. C'est un produit à vendre et à acheter. Et on retrouve le même phénomène de cette recherche d'authenticité, de légitimité dans le film La haine en 95, où Mathieu Kassovitz s'est installé dans le quartier où il tournait. Il a recruté des techniciens dans ce quartier, des acteurs dans ce quartier. Et donc, on est dans cette quête de légitimité. Bon, alors, apparemment, Kéchis, dans l'esquive, a plus ou moins réussi son coup, puisque le film a bien fonctionné. Et donc, c'est ce qui explique voilà, les traits linguistiques exagérés, redondants dans ce film. Pour les entretiens semi-directifs et écologiques que nous avons réalisés donc, en région parisienne, donc là, on est sur le corpus numéro 2. Donc ça nous a servi déjà d'enrichir la base de données de l'équipe de recherche MPF entre 2009 et 2019 et ça nous a permis d'avoir des représentations, sur, ce genre de film, comme on va le voir dans les, discours un peu plus bas. Le corpus, l'esquive, alors le film a été tourné au nord de Paris, donc, en Seine-Saint-Denis, dans une ville assez enclavée, Saint-Denis. Les acteurs s'approprient le scénario puisque finalement il y a un décalage entre ce qui est prévu par les, scénaristes et ce que les acteurs, prononcent. Moi, ce qui m'intéresse du coup dans ce film, c'est le décalage entre le scénario et ce qu'il en est, dans le film de manière effective. Alors, je vous laisse observer rapidement, le tableau ci-dessous, et donc, c'est Lydia donc que vous voyez ici, avec Crimo, qui prononce, le plus de termes improvisés en arabe et ce durant les 20 premières minutes. Quand vous voyez les répliques prononcées en arabe et les répliques qui sont prévues, il y a effectivement un très gros décalage. Une analyse globale de ce lexique arabe improvisé, alors improvisé, voilà, on met des guillemets, on ne sait pas, hein, est-ce que c'est vraiment improvisé? Est-ce que ça ne l'est pas? Il faut être prudent. Laisse transparaître 3 champs lexicaux, celui de la religion, celui de la vulgarité et celui de la courtoisie. Alors, les personnes interrogées dans le cadre de l'équipe MPF au sujet de ce film ressentent comme une violence qui leur est faite l'image que l'on donne d'elle et qu'elle ne parle pas un français standard. Et quand quelqu'un vous dit, bah, vous ne parlez pas un anglais standard ou un français standard ou un arabe standard,
eh ben, c'est pas toujours très valorisant. Alors certains, quand on est poète, quand on est, voilà, on peut le revendiquer, mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'artistes, il s'agit de gens normaux et ils n'ont pas envie d'avoir cette étiquette, de pratiquer un français qui n'est pas standard. Alors dans l'extrait, nu numéro 1, que vous avez là dans la diapo 16. Donc les informateurs se désolidarisent de cette terminologie arabe, hein, qu'ils actualisent pourtant dans leur, parler, dans leur façon de parler, ordinaire, en l'associant à la catégorie des mauvais garçons, donc des youths, à laquelle ils ne veulent pas appartenir. Donc se parler tout en leur, conférant de l'assurance lorsqu'ils sont entre pairs est source d'insécurité linguistique lorsqu'ils sont face à un étranger. Alors cet étranger, ça peut être le professeur, ça peut être le policier, ça peut être l'agent administratif. Et globalement, les interviewés considèrent leur parler comme irrespectueux et cette idée est assez récurrente dans le corpus de l'équipe MPF. Or, dans l'esquive, hein, l'improvisation entre guillemets des acteurs porte essentiellement sur des termes que nos informateurs associent au parler youth, car violents sur le plan sémantique et dans les représentations dont ils font l'objet. Or, sur le plan, par exemple, social, le recours systématique aux religieux, hein, on le voit dans Lydia, Astaghfirullah, Wallah et cetera. Astaghfirullah, c'est «Dieu pardonne-moi» et Wallah, c'est, «Je vous jure» ou «Je te jure». Donc le recours systématique aux religieux, en effet, dans un discours qui est présenté quand même bien joué, donc présenté comme spontané, donc authentique, peut gêner le téléspectateur, français du fait d'un rapport très compliqué avec l'islam, avec l'arabité, l'islamité et notamment, ce rapport postcolonial, dont on ne parle pas en France, parce qu'il y a très peu d'études postcoloniales, en France et dont on ne veut pas parler de toute façon puisque le problème n'existe pas. Donc, tout ça fait que, bah, ça crée quand même, ça crée quand même une tension, un malaise. Les mots donc transmis dans l'esquive, presque chantés façon rap, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film au préalable, associés consciemment ou inconsciemment, à la violence de l'entité, rap banlieue, vont construire ou renforcer pardon, des représentations collectives stéréotypées, donc réactiver ou activer dès que l'un de ces mots est prononcé. Donc la mémoire discursive au sens de Moirand qui permet cette association est renforcée par l'accent emphatique des acteurs, caractéristique du parler dit de banlieue et de la musique rap. Alors, je rappelle juste un petit point. Léon souligne que l'importance de la fonction identificatrice de l'accent qui constitue la base de tout jugement social sur la langue, permettant de faire des inférences sur l'identité au sens large de l'interlocuteur. Donc, à partir de l'accent, eh ben, en fait, l'accent est un marqueur social, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc, le débat public autour de l'accent de banlieue positionne les locuteurs de se parler comme autant de personnes qui fragilisent l'identité nationale. C'est un mot qui était très cher à un ancien président français, notamment du fait du lien d'ascendance de cette population avec un pays étranger, donc le pays des parents de ces informateurs, puisqu'ils sont d'origine africaine, maghrébine. Et puis certaines personnalités publiques suggèrent des pistes de réflexion. Alors je ne vais pas vous lire, vous l'avez là dans la vignette, Alain Finkielkraut. Donc, dans le film, lorsqu'une Lydia, a priori, française de souche, hein, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, autour de souche, actualise ce français des banlieues avec l'accent d'Iber pour paraphraser Finkielkraut, parce que le mot beurre n'est pas utilisé, entre les gens qu'on appelle beurre. Au contraire, on considère que c'est un mot stigmatisant. Je vous dirai pourquoi si vous voulez. Elle confirme donc cette idea par l'actualisation de cet accent, de ce français de banlieue, de cet arabe. Elle confirme que cette population, donc ces beurs entre guillemets, ont un effet négatif sur le reste de la communauté nationale. Et bien évidemment, tout ça va activer, réactiver, alimenter la théorie conspirationniste du grand remplacement. Alors, je ne sais pas si, vous en avez entendu parler aux États-Unis, mais l'idée, c'est de remplacer un peuple par un autre peuple en opérant des changements culturels dans la langue et cetera.
Alors maintenant, le corpus numéro 2, donc les interviewés. Alors les traits linguistiques mis en avant dans un film ou un reportage ne sont jamais anodins. Vous voyez, hein, je n'en démords pas, je le répète à chaque fois, car ils sont traités par notre mémoire discursive qui associe des faits linguistiques, attention, à des faits sociaux pour ne garder au final que les supposés auteurs des faits ou des méfaits, au sens de Moirand 2007 et 2009. Ce procédé conscient ou inconscient favorise la stéréotypisation, l'homogénéisation d'une population, mettant ainsi de côté ses particularismes, ses spécificités, ses problèmes concrets comme la paupérisation, l'enclavement, le chômage, mais aussi son hétérogénéité en ceci que les individus qui la constituent n'ont pas tous le même profil, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même rapport, les mêmes représentations de la réussite scolaire, la même réussite sociale, n'ont pas les mêmes représentations de la réputation que ces films donnent d'eux. C'est ainsi qu'un grand nombre de personnes interrogées euh, au sujet donc de l'Esquive et d'autres films ont évité de répondre, peut-être parce qu'elles n'osaient pas s'opposer à l'image qui y était véhiculée d'elles, hein. Vous savez, il y a l'effet de groupe qui fait qu'on a du mal à aller contre ce que pense le groupe majoritaire, compte tenu de la réception élogieuse du film, hein, par les critiques et de son écho favorable dans les médias. En tout cas, les quatre informatrices que j'ai retenues, âgées de 16 ans, interrogées dans les locaux d'une association de la ville de Nanterre, donc qui se situe au nord-ouest de Paris, ils ont refusé de donner leur avis sur le film, jugeant qu'on ne peut pas lutter contre des stéréotypes autant relayés par les médias et le cinéma. Alors, je vous laisse lire l'extrait numéro 2. Alors, l'une d'entre elles, des informatrices, résume sa pensée de la manière suivante: il y avait tous les types de stéréotypes. Alors, la redondance de tout indique que le film était, le film fait l'écho aux stéréotypes qu'elles ont déjà évoqués dans le film Entre les murs. Alors, en fait, j'ai fait, malgré mon expérience, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai commencé à parler avec elles du film Entre les murs pour une mise en bouche, si vous voulez. Et puis finalement, il se sent vidé au sens littéral du terme sur ce film en parlant de stéréotypes, etc. Et au moment où j'allais leur parler du film L'Esquive, eh ben, voilà, elles étaient complètement abasourdies, vidées, elles n'en pouvaient plus. Euh, alors, le fait d'évoquer à nouveau ce qu'ils ont déjà évoqué donc, entre le film Entre les murs était, voilà, pour eux assez fastidieux. Ceci dit, au début, elles n'ont pas voulu prendre la parole et puis ensuite, elles l'ont prise et ça a causé une cacophonie. En témoigne le fait que la seconde informatrice a d'abord décliné notre requête, pour ensuite chevaucher les répliques des autres jusqu'à ce qu'elle ne lui donne la parole. Alors l'adverbe «alors» suppose, introduit l'expression d'une conséquence, marque dans cette réplique l'opposition à une conséquence considérée comme évidente alors que non. Cela fait écho à un ras-le-bol déjà évoqué, comme je vous l'ai dit, pour le film Entre les murs. Alors, dans l'extrait numéro 3, donc l'informatrice numéro 2 monopolise le débat. Alors, en dépit des tentatives de ses camarades, elle ne leur cédera pas la parole et répétera à 5 reprises trop, adverbe dont on peut dire qu'il exprime non seulement un excès, mais encore plutôt une limite indûment dépassée, du fait qu'il est réitéré autant de fois dans le discours. Il apparaît alors que ce parler dit de banlieue apparaît tellement caricatural qu'il crée chez l'informatrice une perturbation au niveau de la dire. La dire, c'est une des étapes de la programmation du discours. Il stoppe net, en effet, la progression de son discours. Trop, 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 ça m'a même, et puis ça s'arrête net. Cette autocensure se retrouve chez l'enquêtée numéro 1 lorsqu'elle prononce «j'ai pas aimé», en s'imposant ensuite le silence. L'enquêtée numéro 2 reconnaît néanmoins que dans les faits, on peut retrouver ce genre de discours violent joué dans ce film, mais elle souligne également l'exagération de l'expression filmique à travers les termes trop stéréotypés, franchement, concentrés. Alors, l'informatrice éprouve le besoin d'ébranler, de changer l'image, hein, médiatique et cinématographique de la banlieue, présentée comme exclusivement peuplée de jeunes, violents, qui parlent différemment,
et qui n'ont pas d'emploi par sa référence, par exemple, à un moment donné, vous le voyez dans sa réplique, elle parle de papa qui se réveille le matin pour aller travailler. De même, elle relativise le discours essentialisant sur les populations dans ces espaces ségrégés en invoquant des valeurs humaines que l'on retrouve dans ces quartiers, donc l'entraide, la convivialité, tout le monde se connaît. On essaye de tous s'aimer. Alors, dans cette quête d'attributs positifs, elle rencontre des difficultés au niveau du temps opératif, donc la programmation du discours, au niveau cognitif. Elle confond familiarité et convivialité, puis produit une interjection et un discours incompréhensible à la suite duquel elle circonscrira le terme adéquat, convivialité. Donc, ce ratage du discours ou ces ratages du discours sont décuplés lorsque les personnes interrogées tentent de parler du film L'Esquive, car d'une part, elles ont l'impression de se répéter, comme je l'ai dit, et d'autre part, elles rejettent l'image négative que les actrices donnent de la banlieue, donc des enquêtées, hein, parce que c'est des filles aussi, des femmes, donc d'elles-mêmes. Et donc du coup, ce que je trouvais un peu, étrange, c'est que, les informatrices et les actrices, bah, sont dans la même tranche d'âge et en dépit de cela, bah, il y a eu aucune, accointance, aucun atome crochu, j'allais dire, entre les informatrices et les actrices. Alors, l'impact donc des films dits de banlieue. Alors, caricaturer un accent ne relève pas uniquement d'une performance esthétique dans un film portant, sur une catégorie, minorée. Les traits linguistiques nous apprennent des choses sur ce qu'on n'est pas et sur ce que le groupe dominant pense du groupe caricaturé. Ça, c'est très important, hein, parce que finalement, le film a été produit par le groupe dominant et il nous donne des informations sur ce qu'il pense du groupe dominé. Et ça, c'est pas anodin. Les accents, ont de tout temps existé, hein, en parallèle d'un accent standard, mais dans les films, dans les années, 90, par exemple, je prends le film Rail, bah, ce trait, linguistique très banlieusard était à peine perceptible, comme cela, apparaît dans le doublage en français de productions anglo-saxonnes, américaines, abordant les conditions sociales des Africains, américains ou des, hispaniques, américains, comme le film Boys in the Hood en 91 ou New Jack City dans la même année, ou Colors, qui est le premier de cette série de films sur les gangs, etc. Le doublage de ces films en français ne s'est pas fait avec un accent dit de banlieue. En revanche, le film Génération Gangsta en 2007 a été doublé avec un français dit de banlieue. Donc, dans ce film, de Génération Gangsta en 2007, il y a eu ce sentiment de surdosage en traits linguistiques caractéristiques du parler, de banlieue que j'évoque pour, l'esquive. Les jeunes, entre guillemets, interrogés sont conscients des représentations négatives qui collent à leur parler. C'est pourquoi, ils ne souhaitent pas que ce parler soit répandu. Heu le fait de l'actualiser dans des films à succès avec une telle intensité accentue leur insécurité linguistique. Il nous arrive tous d'être en insécurité linguistique. Lorsqu'un Américain vient en France, il est en insécurité linguistique. Mais cette insécurité linguistique-là, dans le cinéma, elle est entretenue et elle dure dans le temps et c'est ça qui est dangereux. Et donc qui se nourrit d'une relation toute fragile avec la langue des parents. Parce que finalement, à ces informateurs, on leur dit: «Oui, mais il y a un conflit de loyauté, finalement», comme disait Finkielkraut, «si vous avez cet accent, c'est peut-être lié, à la langue arabe ou au wolof ou au polak que vous maîtrisez, langue maghrébine, langue africaine». Et en réalité, ce qu'il en est sur le terrain, c'est que depuis 15 ans que je fais des enquêtes, très peu de Français issus de l'immigration parlent la langue de leurs parents. Et donc, déjà, ils ne maîtrisent pas leurs parents. Donc, quand ils sont rejetés du français, ils n'ont pas une autre sphère culturelle et linguistique où se réfugier. Donc, ça accentue cette insécurité linguistique et culturelle. Et donc, ça leur donne ce sentiment d'être un peu en trop en France. Alors, je l'explique très bien dans un article de 2015 que vous pouvez retrouver sur ma page Academia. Alors, dans l'extrait numéro 4, ils ont le sentiment de n'appartenir ni au pays d'origine des parents, et alors, c'est moi-même qui avais réalisé cette enquête. Cette dernière réplique m'avait percuté.
de plein fouet. Ils ont le sentiment, donc je disais, de n'appartenir ni au pays d'origine des parents, ni à la France, leur pays de naissance, donc leur vrai pays, j'allais dire, rejetés par tout le monde, hein, c'est ce qu'ils disent. L'actualisation du mot maman dans la dernière réplique. Alors, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Vous le voyez? Alors, c'est cette réplique-là, en fait, l'intervention numéro 2. Voilà. Alors l'actualisation, je disais, de maman, terme faisant référence, à l'affect, hein, par définition, à l'assurance, est le point culminant de ce sentiment d'insécurité. Pour reprendre la dichotomie du tiraillement des binationaux, hein, la France et l'Algérie, représentée par une métaphore parentale chez, Albert Camus, donc le premier pays étant, pour l'auteur la mère, ce dernier est choisi au détriment du second qui représente dans cette logique le père, eh ben, nos enquêtés sont attristés par ce rejet maternel. Quand une maman française, quand une maman française, elle, nous regarde, donc vous voyez le pléonasme ici, on a l'impression qu'on la dérange. Alors, donc qu'ils vivent, on a l'impression qu'ils vivent pour certains comme une humiliation parce que finalement, on est face à une population, heu, à qui on reproche une deuxième appartenance, sauf que l'appartenance de leurs parents, ils ne la maîtrisent ni d'un point de vue linguistique, ni d'un point de vue culturel et j'ai même envie de vous dire, de mon point de vue, de mon expérience, les jeunes qui s'en sortent les mieux, les jeunes biologiquement parlant qui s'en sortent le mieux, sont ceux qui maîtrisent les paramètres linguistiques et culturels hérités, de leurs parents. Heu, Puisque finalement, bah, quand on lui dit: «Tu es pas chez toi», bah, finalement, en maîtrisant une langue et une culture et ben, il peut imaginer un autre chez lui, qui est dans le pays de ses parents. Mais quand on lui dit: «Tu es pas chez toi» et qu'il ne maîtrise ni la culture, ni la langue héritée par ses parents, bah, l'insécurité devient, dangereuse. Voilà, dangereuse, c'est le mot. Et donc, ce double rejet, quand je leur parle du rejet dont ils font l'objet dans le pays de leurs parents, alors ils répondent de manière, très simple. Ils disent que, eh ben, c'est une jeunesse désœuvrée, dans les pays de leurs parents. C'est pour ça qu'ils ne les aiment pas et puis, ils leur envient leur francité, hein, leur côté français, qu'il leur est déni en France. Donc, c'est bon, voilà, il faut chercher, cette complexité. Parce qu'on parle français. Donc le fait est de parler français, fait que, bah, ils sont enviés, pardon, dans le pays de leurs parents. Alors, en guise de conclusion, donc je ne sais pas si on peut conclure sur un sujet aussi, nuancé, aussi complexe. Alors la spectacularisation de se parler dans les films évoqués, chez les jeunes, tout un vécu donc ça évoque tout un vécu, douloureux, ponctué de stigmatisation liées aux origines de leurs parents, à leur inaccessibilité à la culture dominante. Si vous regardez, l'un des albums de Rosset dont je vous parlais tout à l'heure, Le Râpé, il explique comment la culture dominante se transforme à mesure que les classes populaires s'y approchent. Donc, à la pauvreté de leur lexique, hein, on n'arrête pas de répéter dans les médias que c'est des jeunes qui ont un lexique, très pauvre, mais parce qu'on ne prend pas en considération, leurs compétences interculturelles et c'est pour ça que dans les sociétés, dans les multinationales, en France, on recrute beaucoup ce profil-là, pour leur capacité à créer du lien. Puisque quand vous êtes accoutumé à faire l'effort de vous adapter, et ben, c'est plus simple professionnellement de travailler avec un Chinois, un Américain, et cetera. Alors que si vous partez du principe que vous avez une culture insulaire, hein, que votre culture est meilleure que toutes les autres cultures, c'est ce que rejetait déjà Montesquieu, Montaigne, à leur époque respective. Si vous partez de ce principe-là, et ben, vous n'êtes pas dans l'interculturalité, vous n'êtes pas vers la rencontre de l'autre. Donc cette violence symbolique construite par les médias et les hommes politiques, on voit, il y a en ce moment des lois, qui visent une catégorie de Français, notamment, ceux qui vivent dans les banlieues du fait de leur islamité, est relayée donc par le cinéma,
constitue le quotidien de nos informateurs. Donc, vous voyez, vivre ça au quotidien, ça peut être fatigant, lesquels tentent de s'en défaire par la construction de sous-catégories. Dans un article de 2007, j'explique comment ces jeunes-là essayent de construire une sous-catégorie dans laquelle ils rejettent les mauvais jeunes qu'ils appellent les youth, donc les mauvais jeunes, et eux, sans les bons jeunes, et ben voilà, donc les bons jeunes qui sont eux par rapport aux mauvais jeunes. Et c'est des stratégies comme ça, discursives, qui leur permettent de se sentir peut-être un peu plus chez eux et de se dire, bah, quand ils parlent des jeunes, c'est pour ça que je mets les jeunes entre guillemets, c'est un mot qui a toute une histoire en France et sur lequel j'ai écrit en 2007, qui a toute une histoire et qui vient remplacer des mots très, très négatifs. Alors tous ces efforts donc, sont balayés d'un revers de la main par des films portant sur la banlieue ou les banlieues, ou des doublages de films avec un accent de banlieue qui en présentent une image caricaturale, conforme à la norme médiatique pour bénéficier d'une critique élogieuse dans les médias et pour vendre, un maximum. On comprend alors qu'ils soient eux-mêmes rejetés par les populations qu'ils ont la prétention de mettre en scène. Alors, ensuite, hem, comme, vous êtes américain, je suppose, et que vous connaissez la situation américaine beaucoup mieux que moi, j'aimerais vous laisser lire rapidement, cette vignette et puis, éventuellement, me poser des questions si jamais le besoin se fait, ressentir. Donc, je reprends la parole, J, pour donc ouvrir la conversation et donc poser les questions dans le chat. Je vais poster les questions dans le chat que j'avais euh, photocopié, pardon, que j'avais copié-collé, je pense. J'espère qu'elles vont y aller ou pas. Non, il y en a trop. Donc, j'essaye de mettre les questions. Donc, je pense que le message est trop grand. Donc, peut-être que je vais partager. Alors oui, je vais me Wajdi, est-ce que vous déconnecter. pouvez, voilà, Alors juste, il y a la biographie qu'on retrouvera tous dans la vidéo de toute façon. Mhm. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me suivre, dans les réseaux sociaux où, je poste souvent des articles, des idées qui vont dans ce sens-là. Je pense que vous avez vraiment euh, expliqué des phénomènes qu'on a déjà donc présentés dans le cours et qui permettent de les contextualiser de manière beaucoup plus complexe. Donc, Bon. je vous remercie d'avoir permis cet espace de réflexion. On avait parlé des accents au début du semestre, on y revient dans le contexte des stratégies identitaires, mais aussi des représentations idiomatiques qui stigmatisent ces identités plurilingues qui existent ou qui ne sont même pas plurilingues, comme vous le dites. On en fait des sortes d'identités plurilingues, alors que, comme vous le dites, les personnes qui sont concernées n'ont pas nécessairement accès à la langue de leurs propres parents. Oui. Donc, est-ce que j'ai des questions qui veulent, est-ce que j'ai des étudiants qui veulent maintenant prendre la parole? Je peux partager aussi les questions qui avaient été proposées, mais j'essaye de les copier-coller d'une autre manière. Je confirme que la liste des questions est tellement longue qu'elle ne passe pas dans le chat. Ah, voilà. Donc voilà, Julia a mis sa question. On va commencer avec Freya et ensuite on va continuer avec Julia. Merci. Bonjour, Bon. avez-vous une solution pour utiliser les médias pour déstigmatiser les choses par rapport à la banlieue? Alors, Oui. c'est une excellente question. Est-ce que les médias peuvent faire partie de la solution, de la procédure de déstigmatisation? C'est Oui. possible, mais pour cela, il faudrait voir plus de, gens qui pensent comme moi, par exemple, dans les médias. De manière à ce que les Français puissent avoir un point de vue et un deuxième point de vue et donc de faire la thèse, l'antithèse et la synthèse, et puis de se faire son point de vue. Le problème, c'est que dans les médias, français, on est focalisé que sur un seul point de vue, et même lorsque, le deuxième point de vue apparaît, et ben, en général, les personnes qui le défendent n'ont pas forcément les compétences scientifiques, les compétences linguistiques pour le faire.
Et donc, finalement, au lieu de faire du bien, ils font plus de mal qu'autre chose. On dit en France, «L'enfer est pavé de bonnes intentions». Et malheureusement, ces personnes qui ont cette intention, mais qui n'ont pas les capacités pour le faire, et ben, ils finissent par créer plus de tort, qu'autre chose à ces populations. Mais j'ai l'impression, Wajid, que vous ne voyez pas de solution, mis à part, donc, comme vous le dites, le fait que de plus en plus de personnes représentent, qui ont votre vécu, qui ont votre expérience, qui ont votre biculturalité, vos compétences interculturelles, puissent devenir la majorité dans les médias. J'ai Alors, l'impression que il y a c'est il y a la... il y a il y a une autre option, mais bon, je voulais pas prêcher pour ma paroisse ici, mais on peut le faire. L'association Tous Université que j'ai fondée, c'était dans ce but-là. C'était dans le but de donner une vision positive des habitants des quartiers populaires de manière générale, puisque si vous voulez, en France, il y a une stigmatisation des Français d'origine étrangère, mais il y a une stigmatisation populaire et il y a un mépris à l'endroit des classes populaires de manière générale. Et donc, mon association était à mon niveau, de faire en sorte de faire émerger ce qu'il y a de mieux, dans ces banlieues. Puisque finalement, dans les médias, ordinaires, mainstream, on met en avant que ce qui ne va pas. Donc moi, mon but, ma vocation était de mettre en avant ce qui allait afin d'essayer d'équilibrer, et c'est ce qui fait que j'invite des professeurs, j'invite des personnalités qui soit issus de la banlieue, soit travaillent sur la banlieue et qui essayent de par les résultats auxquels ils sont parvenus, de donner une image légitimement positive. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, de créer du beau là où il n'y en a pas. Non, non, pas du tout. Il s'agit juste de pointer du doigt ce qui fonctionne très bien dans ces espaces populaires, qu'ils soient, peuplés d'étrangers ou de personnes d'origine étrangère ou pas. Voilà, et il y en a, hein. Là, durant ces conférences interactives et durant les travaux que nous menons dans le cadre de l'association, malheureusement, on n'a pas le temps nécessaire pour faire rayonner tout ça, mais il y a une énergie positive extraordinaire dans ces quartiers populaires. Je vais poser la deuxième question, Wajid, qui correspond donc à la question de Julia Walsh. Vous avez établi une tension entre le désir des acteurs, et aux États-Unis aussi, de pouvoir avoir un accent pour des rôles, et ceux qui ont un accent sont aussi ostracisés et critiqués ou ne sont pas pris au sérieux. Je trouve que de la même manière, les familles aisées convoitent d'enseigner à leurs enfants une deuxième ou une troisième langue pour améliorer leurs compétences, alors que ceux qui immigrent et apprennent une nouvelle dans leur nouveau pays sont souvent désavantagés. Comment est-ce que nous pourrions éliminer certaines de ces tensions et changer les stigmates qui finalement qui concernent, qui entourent les accents et le fait d'être plurilingue? Déjà, désamorcer cette idée d'insularité culturelle. Ne pas partir du principe que ma culture et ma langue est meilleure que celle des autres. Et à partir de ce moment-là, on peut aller sereinement vers les autres langues, et on peut aller et on peut valoriser la langue des autres. Ce qui ne se fait pas beaucoup. Dans la conférence que j'ai donnée face aux futurs professeurs luxembourgeois, l'idée était, celle-ci. Vous avez des élèves qui viennent de contrées lointaines, qui ont des connaissances linguistiques que vous n'avez pas. Il faut capitaliser autour de ça et ne pas se focaliser sur ce qu'ils n'ont pas, mais plutôt sur ce qu'ils ont. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Ça répond à votre question? Je mets dans le chat quelquefois les termes. Il y a des termes comme ça. Je pense au mot to leverage. C'est un mot que j'utilise beaucoup. Capitaliser, c'est finalement la meilleure traduction possible pour le verbe to leverage. Donc, on fait un petit peu aussi Ok, de français ici et de traduction mais tu as raison, tu as pour raison. apprendre. Donc, je vais poser à ce moment-là une autre question si je ne vois pas de main qui se lève. Par exemple, vous aviez parlé des journalistes qui s'associent au discours policier. Est-ce que vous pensez qu'en fait, ça a un effet encore plus important? C'est-à-dire, est-ce que ça se répercute sur finalement la manière dont les habitants se voient eux-mêmes, à savoir, est-ce que ça perpétue la violence parce que finalement les personnes concernées se sentent, vont finalement s'identifier à ce qu'on dit d'eux? Eh ben, déjà, le fait est qu'un journaliste se rapproche d'une partie plutôt que d'une autre, c'est un aveu d'échec, déjà. Si vous êtes concentré que sur une partie, donc en l'occurrence la police, évidemment, vous allez reprendre leur catégorie de pensée. Vous allez vous inscrire de fait contre les populations ségrégées qui habitent les banlieues. Et donc, il va y avoir un double discours de policiers.
Donc le policier, quand il dit des choses, il est dans son rôle de policier de dire ce qu'il dit. Mais le journaliste, s'il commence à mimer le policier, donc en face, eh ben, les habitants des quartiers populaires, et on a vu que ce qui touche globalement la banlieue touche finalement tous les Français avec la crise des Gilets jaunes, hein. Tout le monde souffre des mêmes maux finalement. Et donc, la réponse que les journalistes sont supposés apporter finalement est une réponse qui se recoupe avec le point de vue, des forces de l'ordre et ça crée des tensions, ça crée, une illusion de connivence entre 2 entités, d'un pays contre une troisième entité et donc, on ne peut pas faire société en ayant ce comportement-là. On peut aussi me dire: «Mais pourquoi les journalistes n'entrent pas dans les quartiers populaires?» Ça aussi, c'est une question très légitime. Eh ben, c'est du fait d'avoir des conférences de rédaction déconnectées de la réalité, ils n'ont jamais été capables de donner une image qui, reflétait la réalité des banlieues et c'est ce qui fait que beaucoup de journalistes ne peuvent plus accéder dans ces quartiers de peur de se faire, rabrouer quoi, tout simplement et donc c'est ce qui fait aussi que certaines banlieues sont surreprésentées par rapport à d'autres. Si, je dis au hasard, il y a un problème dans le sud-ouest parisien, et que le journaliste est amené à se rendre dans cet, espace, mais il ne peut pas puisqu'il n'a pas de contact et ben, il va exploiter le filon qu'il a au nord-ouest parisien et donc, on va porter la focale sur un espace plutôt qu'un autre, ce qui va créer dans la conscience des gens, un problème plus grave sur cet espace. Le lien entre banlieue et médias et il faut absolument lui trouver une solution. Puisque finalement les journalistes, j'ai l'impression qu'ils sont soit dans les catégories de pensée de la police, soit ils sont dans les catégories de pensée des hommes politiques et rarement, dans une justesse de l'entre-deux ou, dans le courage. Mais après, ça a aussi un rapport aux propriétaires des médias, qui ont une ligne éditoriale